Bonsoir, monsieur Cheikh Yérim Seck. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour cet ouvrage et pour tous les autres, pour le travail que vous faites depuis déjà plusieurs années pour le Sénégal. Parce que, comme tout bon Sénégalais, je pense que quand il y a un enfant du pays qui travaille et qui écrit, qui lutte pour l'avancée du pays, je pense que c'est normal qu'on éprouve pour lui du respect et qu'on le félicite. Surtout que le livre, où au long des 15 chapitres, vous mettez en avant plusieurs problèmes. Comme vous le dites, ces goulots qui étranglent le Sénégal, en passant de problèmes que tout le monde connaît, comme par exemple le problème de la Casamance, mais vous parlez aussi de l'avancée des eaux dont on ne parle pas souvent. Vous parlez aussi du péril chinois, bon, c'est vous qui le dites. Vous parlez du problème de la lutte, vous parlez de la bombe jeune, comme vous le dites, vous avez eu à en discuter avec M. Laurent Gbagbo, qui vous parlait du problème que constitue la jeunesse et qu'il fallait trouver un moyen pour les caser. Mais moi, ce que je ressens, ce à quoi je m'attendais que je n'ai pas vu, parce qu'en tant qu'homme de médias, en tant que journaliste, en tant que producteur, je m'attendais à ce que vous parliez du problème des médias. Parce que ça fait partie des goulots qui étranglent le Sénégal. Vous avez parlé de la lutte, mais moi je pense que le problème, c'est pas en tant que telle la lutte, mais plutôt la surmédiatisation qu'il y a autour de la lutte et d'autres contre-valeurs aussi qu'on retrouve souvent à la télé. On a un vrai problème de médias parce qu'on se rend compte que l'État ne prend pas assez au sérieux l'outil que constituent les médias, alors que c'est un outil extrêmement sensible, extrêmement important, extrêmement dangereux, qu'on laisse entre les mains de n'importe qui, et chacun en fait ce qu'il veut. Et je m'attendais un peu, comme vous êtes spécialiste de ce secteur, à ce que vous en parliez. Vous savez, les médias en tant que tels, c'est vrai qu'il y a des excès, mais je pense que les médias sont un mal nécessaire pour la démocratie sénégalaise. Je sais qu'il y a des excès. Pour être un professionnel, je sais qu'il y a des informations qui ne sont pas recoupées. Je sais qu'il y a une propension à privilégier le sensationnel sur l'analyse ou les questions de fond. Je sais aussi qu'il y a une surmédiatisation de phénomènes pervers, tout ça je le sais. Mais vous savez, j'ai éclaté la question des médias dans un certain nombre de chapitres. Par exemple, dans la désertion de la réalité au profit du rêve, n'est-ce pas, je parle de l'abus des médias en termes de jeu, n'est-ce pas? Cette méthode qui constitue à faire appeler les citoyens pauvres sur des serveurs surtaxés pour payer un peu et empocher le gros lot, ça c'est une question qui interpelle les médias. Quand je parle du péril chinois, par exemple, il y a une chose très grave qui s'est passé dans ce pays-là, que les journalistes ont traité comme étant un fait criminel ordinaire, alors que c'est un cas de banditisme international, et un cas de fuite de capitaux, et un cas symptomatique du péril chinois. Et quand je parle par exemple de ces eaux qui mangent le Sénégal, je dis quelque part que c'est un problème écologique grave, qui menace la survie de notre nation, mais ça n'intéresse pas les médias. Parce que ce qui intéresse les médias, c'est les thèmes qui vendent un peu mieux. Et quand je parle par exemple de la lutte, la surmédiatisation de la lutte et la disparition dans nos grilles de programmes d'émissions socio-culturelles, d'émissions à vocation éducative, ça intéresse aussi les médias. Oui, parce qu'on voit dans certains programmes des contre-valeurs qu'on met en avant, des femmes qui fument, des choses de ce genre comme dans la série que vous produisez. Est-ce qu'on ne doit pas c'est l'État qui doit le faire, quoi. Mais je me dis aussi, nous, Sénégalais, est-ce qu'on ne doit pas essayer de voir comment s'en sortir, comment se développer à travers les médias? Parce que on ne peut pas se développer sans pour autant passer par les médias. Parce que c'est seulement à travers les médias qu'on peut arriver à sensibiliser le maximum de personnes. Et tant qu'on passera notre temps à se divertir devant la télé, les gens ne sauront pas que
L'heure est grave. Des contenus, quoi. Voilà, moi je parle des contenus, des productions audiovisuelles, plus que du travail des journalistes. Voilà. Est-ce qu'on ne doit pas se concentrer sur le contenu? Est-ce que l'État ne doit pas avoir un organe qui régule et qui propose des contenus pour diriger la masse? Parce que dans tous les pays, mais c'est des pays démocratiques, dans tous les pays qui se respectent, la masse est contrôlée par l'État. Et c'est eux qui essaient de voir à travers les programmes dans quel sens ils veulent diriger le peuple. Mais ici, on a l'impression que l'État est en retard par rapport au peuple. Et tant qu'on aura ça, je pense que c'est un réel problème. Mais en lisant votre livre aussi, on se rend compte, on a l'impression que c'est un peu un livre blanc qui précède peut-être un programme. On sent derrière que vous préparez une carrière politique. Pas une carrière politique au sens politicien du terme, mais sûrement un engagement sur les questions essentielles qui concernent mon pays. Je veux dire, pour moi, non, je veux dire qu'il n'y a pas de la mauvaise politique. Moi, vous savez, je n'ai aucun complexe à... La politique, pour moi, c'est pas... Vous savez, je crois que c'est Platon qui disait que si vous ne faites pas la politique vous fait, n'est-ce pas? Et quelqu'un disait, un des sages grecs disait, si vous méprisez la politique, vous serez puni en étant gouverné par moins valeureux que vous. Vous savez, l'une des principales données du mal africain contemporain, c'est justement cette propension des gens intelligents, valeureux, efficaces, à mépriser la politique. Vous savez, partout dans nos pays, c'est les gens qui parlent plus, ce sont les affairistes, ce sont les entrepreneurs politiques qui nous dirigent. Vous avez cité fort justement Idrissa Seck, je pense. Je pense que Idrissa Seck l'a dit. Il dit que, écoutez, je crois que quand il parle, lui, il faut lui donner foi parce qu'il est né, il a grandi dans la politique. Il dit malheureusement, ceux qui sont valeureux tournent le dos à la politique et il ne reste que les médiocres sur le terrain politique. Et je pense qu'il est temps que tous ceux qui peuvent apporter quelque chose dans le débat politique de notre pays s'impliquent. Parce que je crois, parce que l'idée de ce livre, c'est quoi? Voici 54 ans qu'on est indépendant. 54 ans pour moi, dans la vie d'une nation, c'est important. Vous savez, il y a 40 ans, à Dubaï, dans les Émirats arabes unis, il n'y avait que des pierres et des montagnes. Il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y avait ce qu'on appelle les boat people qui quittaient les pays asiatiques pour échouer sur les côtes américaines, en lambeaux. Donc en 50 ans, vous savez, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y a 60 ans, le Japon était totalement rasé. 54 ans, c'est énorme. C'est énorme dans la vie d'une nation. Et voilà 54 ans que nous avons, nous, quelque chose de presque exceptionnel en Afrique. La stabilité. En dehors de la nuisance de la rébellion casamançaise qui n'a jamais contrôlé un village, n'est-ce pas? On a eu 54 ans de stabilité. On a eu des institutions qui fonctionnent tant bien que mal. On a des ressources humaines exceptionnelles en Afrique. Et ça, vraiment, je pèse les mots. Parce que dans tous les domaines de compétences, il y a des Sénégalais parmi les meilleurs au monde. Je ne parle pas de l'Afrique, au monde. Et pour avoir visité tous les pays africains aussi, je sais que manuellement, nos tailleurs, nos cordonniers, nos bijoutiers sont parmi les meilleurs en Afrique. Je ne peux pas comprendre qu'avec tout ce potentiel-là, que jusqu'à présent, aujourd'hui, on soit surpassé par des pays comme le Cap-Vert. Ça, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas qu'un pays comme le Ghana, qui a subi une succession de coups d'État, nous surpasse. Je ne comprends pas qu'un pays comme le Burkina Faso double notre taux de croissance. Ça, je ne comprends pas. Mais est-ce qu'on n'a pas un problème notre gros problème, est-ce que ce n'est pas un problème de départ? Parce que tant qu'on prend comme point de départ l'indépendance ou la décolonisation, alors que si on veut parler franchement, la colonisation, mais c'est rien par rapport à l'histoire du Sénégal. Ça a duré quoi? Ça a duré 100 ans peut-être. Alors que on est un pays qui existe depuis plus de 1000 ans. Mais notre problème, je pense que c'est lié, on oublie notre histoire. On a l'impression que le Sénégal a été créé lors de la colonisation. Le Sénégal est toute l'Afrique. Et donc, on compte depuis les indépendances 54 ans, alors qu'on a une civilisation qui est millénaire. Est-ce qu'on n'a pas un problème d'institution, un problème de valeurs? Parce qu'il y a crise des valeurs, parce que les valeurs qu'on nous donne ne sont pas nos valeurs.
quand on parle du drapeau américain, le drapeau américain, il représente quelque chose pour l'Américain. Il représente la guerre de sécession, il représente que ce sont des pionniers qui se sont battus pour leur liberté. Le drapeau français, il représente la Révolution française. Mais nous, notre drapeau, il représente quoi? Ça nous rappelle qu'on a été colonisé. Donc, mais c'est pas ça notre histoire. Je me dis que le problème, vous le dites ici dans votre chapitre sur les paradoxes. Vous dites que l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Max Weber a démontré que ce sont les idées progressistes du protestantisme, culture du travail, promotion de la valeur de l'individu, essence religieuse du progrès qui ont inspiré le capitalisme européen. Les économistes et politologues les plus qualifiés au monde sont unanimes que le Japon, la Chine et les dragons de l'Asie du Sud-Est ont tous bâti leur développement sur les fondements des enseignements de Confucius. Vous le dites qu'au Sénégal, nous avons un peuple qui croit et prie, mais qui se départit de sa foi pour mener son activité au quotidien. Et ce qui le prouve encore plus, c'est quand vous dites ici que Wade s'asseyait à même le sol pour faire allégeance à son marabout, installé sur un fauteuil douillet, l'image dévastatrice pour la suprématie et le prestige de l'État. Mais c'est une image dévastatrice pour qui? Mais ce n'est pas dévastateur pour les millions de Sénégalais, pour les millions de Mourides qui croient, qui ont une foi et qui pensent que l'État doit normalement se courber devant Dieu, devant celui qui représente la religion. Notre problème, je pense qu'on essaie de... On prend des valeurs qui ne sont pas les nôtres et on essaie d'imposer ça à notre peuple. Et tant qu'on fera ça, je pense que ça ne va jamais marcher. On a des institutions. Qui sont nos institutions? On a des croyances. Qui sont nos croyances? On doit les respecter et on doit en être fiers. On ne doit pas dire, pour plaire à qui, je ne sais pas, aux Occidentaux ou aux autres, dire non, la République ne doit pas se courber devant... Mais c'est qui dit ça? Je ne pense pas que ce sont les Sénégalais qui disent ça. D'abord, je pense qu'il y a une partie de votre analyse que je rejoins. Quand vous dites qu'on a un problème de valeur, je suis parfaitement d'accord avec vous. Ça se ressent sur notre rapport à l'argent public. Ça se ressent sur notre rapport au temps. Ça se ressent sur notre rapport à la dépense improductive. Ça se ressent sur notre rapport à la fête. Ça se ressent sur notre rapport à l'idée d'intérêt général et de bien commun. Je suis parfaitement d'accord qu'il y a un problème de valeur. Mais moi, je pense fondamentalement qu'il y a un problème de leadership. Parce que vous savez, moi, je connais un pays qui s'appelle le Ghana, où la monnaie était une monnaie de change. Et ça, il n'y a même pas 25 ans. Un jeune officier de l'armée qui s'appelle John Dior-Relengs a pris le pouvoir. Il a imprimé un leadership fort et juste, et le pays marche aujourd'hui. On a fondamentalement au Sénégal un problème de leadership. C'est-à-dire, on n'a jamais eu la chance, depuis l'indépendance, d'avoir un leader fort, juste et éclairé. Vous savez, je pense que Abdoulaye Wade est un leader efficace, mais il n'a jamais été juste, il n'a jamais été fort. N'est-ce pas? Quand vous parlez des leaders politiques, excusez-moi, il y a une information que vous donnez ici et que moi qui me sidère, c'est vous dites chaque mois, chacun des principaux leaders de Benno Bokk Yakaar, la coalition qui a porté au pouvoir Macky Sall, reçoit 20 millions de francs CFA tirés des fonds politiques. Ça, c'est une information qui est vérifiée? Mais je n'écris pas dans mon livre une information qui n'est pas vérifiée. Évidemment, cette information entourée de la plus grande omerta, c'est normal. Parce que vous savez, ça aussi, ça fait partie des problèmes de nos valeurs. Ce qu'on appelle la logique du CEDO. Et que vous dites que même Idrissa Seck percevait ça jusqu'à ce qu'il commence à parler et qu'après ça... Évidemment, c'est la règle non écrite. Et vous savez, ça, c'est des questions sur lesquelles les hommes politiques ne parlent pas, ne veulent pas qu'on parle. N'est-ce pas? 20 millions par mois, c'est pas 2 millions. S'il y a une question sur laquelle ils ont un compromis, c'est sur ça. Personne n'en parle. Il y a une sorte de gentleman agreement. Mais ce qui est évident, c'est que tant qu'on sera dans notre rapport au pouvoir, dans cette logique de CEDO, de partagisme. Et la logique de CEDO, ce n'est pas que le partage de l'argent. C'est le partage des postes, c'est le partage des privilèges, c'est le partage des passe-droits. C'est tout ça la logique du partage. Moi, je pensais que cette logique allait être cassée avec l'arrivée de Macky Sall au pouvoir. Mais aujourd'hui, fondamentalement, la structure du pouvoir repose sur le partagisme. C'est-à-dire, mais est-ce que ce n'est pas dû au fait que
qu'on ne maîtrise pas les institutions dont on a hérité de la colonisation. Vous savez, moi, les institutions, pour moi, c'est un faux débat. Vous savez pourquoi? Parce que pour moi, les institutions sont un corpus abstrait. Oui. Ce qui est concret, c'est l'action de l'homme. C'est l'action des hommes qui incarnent... Non, attendez, c'est très important. Pour moi, les institutions sont un faux débat. Mais tant qu'on ne comprendra pas les... Je pense qu'au Sénégal... Le Sénégalais lambda... Moi, je pense qu'au Sénégal, les fondamentaux institutionnels sont posés. Il y a une démocratie tant bien que mal fonctionnelle. Il y a un parlement qui, quand fonctionne. Il y a une justice qui fonctionne parfois de façon critiquable, mais qui existe. Il y a des élections régulières à date. Mais je pense qu'il veut demander, est-ce que ces institutions collent avec les réalités? Parce que le Sénégalais, j'ai l'impression, et vous le savez, depuis l'indépendance, on a l'impression que le président est considéré comme un roi. Parce que c'est ce qu'on connaît. Sénégalais bourre le kham. Les gens considèrent le président comme un roi. Il fait ce qu'il veut. L'Assemblée nationale, voilà, l'argent qu'il distribue lui appartient. Le pays lui appartient. Il donne des terres à qui il veut. Parce que c'est la conception qu'on a. L'Assemblée nationale, ça ne veut rien dire pour nous. On se dit que c'est le roi qui a mis ces hommes ici pour qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Je crois que les pinches existaient, comme vous l'avez bien décrit dans la culture de vous, dans l'organisation de vous. Mais bien sûr. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que on n'a pas de temps à perdre, pour moi, à un débat sur les institutions. Le Sénégal non, mais pas perdre du temps, mais parce que le Sénégal changer les institutions. Mais comme vous le dites, si on a des dirigeants forts qui osent essayer autre chose, parce qu'on sait que ce qu'on essaie depuis longtemps, ça ne marche pas. Il faut qu'on ose essayer autre chose, essayer de voir par rapport à nos propres valeurs, par rapport à nos institutions. On a ici des forces, qu'on le veuille ou pas, qui existent et qui sont là. C'est nos marabouts, c'est les anciens, c'est les pinks. Mais pourquoi faire un complexe par rapport à ça? Je ne comprends pas. Pourquoi on doit avoir honte de dire que ces gens ont du pouvoir? Ce n'est pas des citoyens comme les autres, c'est des hommes qui ont un certain pouvoir, ce sont des institutions qui sont là. On n'a qu'à institutionnaliser tout ça. On le laisse répondre sur ça. Non, je suis en train de dire que nos institutions, en tout cas du point de vue de leur conceptualisation théorique, sont parfaites. Si vous regardez nos lois, notre constitution, nos institutions sont parfaites, en tout cas du point de vue de leur conception. Mais pour moi, les institutions ne sont pas un débat. Moi, le vrai débat, c'est la mentalité des hommes qui animent ces institutions-là. Si ces hommes qui animent ces institutions-là ne sont pas mus par l'esprit de ces institutions-là, c'est là où il y a le problème. Vous savez, je connais des pays où toutes ces institutions n'existent pas. Pour vous dire que le problème, ce n'est pas les institutions. Quand George Rawlings redressait le Ghana, les institutions démocratiques n'existaient pas. Quand Deng Xiaoping faisait de la Chine ce qu'elle est aujourd'hui devenue, ces institutions n'existaient pas. Quand Mahathir en faisait de même pour la Malaisie, ces institutions n'existaient pas. Exactement. Pour moi, ce qui est important, c'est l'action de l'homme. Ce n'est pas les institutions en tant que telles. Et le Sénégal n'a pas un problème d'institution. Le Sénégal a un problème de leadership. C'est-à-dire, quelles sont les valeurs qui nimbrent les hommes qui nous gouvernent? Quelles sont les orientations qui animent les hommes qui sont aux commandes de notre pays? C'est ça le problème. Mais on se rend compte que depuis l'indépendance, tous ceux qui se sont succédés au pouvoir se sont plus concentrés sur des enjeux de survie au pouvoir que sur les problèmes stratégiques de notre pays. Tout le monde sait aujourd'hui, par exemple, que l'université, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, n'est pas viable. Mais personne n'ose y toucher parce que les gens sont plus préoccupés de conserver leur pouvoir, c'est-à-dire de taire, n'est-ce pas, d'éteindre des feux sociaux, plutôt que de s'attaquer à des vraies questions. Sauf le nouveau ministre de l'enseignement supérieur, évidemment, lui peut-être... Oui, mais vous savez, la solution au problème de l'université au Sénégal doit être radicale. Moi, je pense que jusqu'à présent, ce qui se fait, c'est du bricolage. On ne peut pas faire un enseignement de maths à l'université.